Bienvenue dans le débat de France 24. C'est l'ONU qui mettait en garde le mois dernier. Au rythme où vont les bombardements russes et les tirs d'artillerie de l'armée syrienne, Alep-Est sera totalement détruite d'ici la fin de l'année. C'est ce qui est en train d'arriver avec la chute d'un tiers déjà de la zone jusque-là détenue par les rebelles. Et il n'y a pas que les combattants, loin de là, qui sont visés. 50 000 personnes, en très grande majorité des civils, ont fui la partie assiégée ces 4 derniers jours. État des lieux en images avec Etanaji. Aux abords des quartiers est d'Alep, des centaines de familles attendent d'être évacuées par les forces du régime. Des heures de patience au bord des routes pour ces civils qui doivent aussi affronter le froid et la faim. Ça fait 3 mois qu'on est assiégés. On voulait juste sortir d'ici, mais ils ne nous ont jamais laissés, même lorsqu'on disait qu'on reviendrait. On a essayé de rentrer chez nous pour récupérer nos affaires, mais on n'a pas réussi. Maintenant, grâce aux soldats de l'armée syrienne, on peut quitter cet endroit. Et je les remercie. Ces images ont été tournées sous le contrôle du gouvernement syrien. L'armée a affrété des ambulances. Les civils qui le demandent sont ensuite transportés vers des camps temporaires aux mains du régime ou des Kurdes. L'offensive lancée le 15 novembre dernier a depuis fait au moins 200 morts. Quelques 20 000 personnes auraient fui les quartiers est selon le Comité international de la Croix-Rouge. L'ONU dénonce une situation alarmante et effrayante. Ces derniers jours, les forces de Bachar el-Assad et les milices qui les soutiennent ont repris plus du tiers des territoires aux mains des insurgés. Ces derniers sont désormais retranchés dans le sud de la partie orientale d'Alep. Voilà, jusqu'où Alep sera-t-elle détruite? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour, vous enseignez à Sciences Po Paris. Également avec nous Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies de 2002 à 2004, puis 2006 à 2008. Vous dirigez les relations extérieures du groupe Marc. Hakan Bilgin, vous êtes coordinateur des missions en Syrie et en Turquie de Médecins du Monde. Et je précise que vous êtes normalement basé en Turquie. Vous êtes actuellement de passage à Paris. Et puis avec nous en direct de Beyrouth, Amar Abdrabo, bonjour, vous êtes photojournaliste syrien, vous n'êtes pas retourné en Syrie depuis 2014 et vous vous trouvez donc depuis au Liban. Vous avez notamment publié Alep, A-L-E et Paix, aux éditions Noir et Blanc, c'est paru ce mois-ci. C'est un recueil de photographies que vous avez prises entre 2013 et 2014 à Alep. Merci d'être avec nous. Agnès Levallois, 50 000 personnes, bientôt encore davantage sans doute. C'est un désastre humanitaire qui est en train de se produire, un futur Grozny. On est effectivement dans une situation absolument catastrophique d'un point de vue humanitaire, puisqu'on a vu ce siège qui a été mené par les troupes de Bachar el-Assad et les bombardements auxquels la ville est soumise, la partie rebelle tenue, comme on dit, par les rebelles, par les forces russes, et au sol, appuyer les forces loyalistes ayant les plus grandes difficultés à pouvoir fonctionner, sont aidées par le Hezbollah, par des milices irakiennes et par tout un tas de milices qui viennent porter secours. Et là, on assiste à un déluge de feu absolument hallucinant sur cette ville. Et ce qui est quand même frappant, et je crois qu'il faut absolument souligner, c'est que ce sont énormément des civils qui sont touchés. Donc quand on voit toute la rhétorique du régime qui est de dire que l'objectif c'est de lutter contre les islamistes radicaux, on est loin dans ces bombardements tels qu'ils sont menés de cet objectif, et ce sont majoritairement des femmes, des enfants qui sont visés par ces bombardements. C'est un siège qui dure maintenant depuis plusieurs mois, ne l'oublions pas, et que la ville aujourd'hui, cette partie en tous les cas de la ville, n'a plus ni ration alimentaire, plus de médicaments, il n'y a plus aucune structure de santé, on ne parle même pas d'hôpitaux, ça n'aurait pas de sens, mais plus aucune structure de santé qui fonctionne aujourd'hui à Alep dans cette partie. Donc on assiste effectivement à une volonté, et ça rappelle, comme vous l'aviez dit, Grozny, cette volonté des Russes de vraiment liquider, si je puis dire, cette partie de la ville pour bien montrer aux rebelles qu'ils ne l'emporteront pas et que ce sont les forces de Bachar el-Assad aidées par les Russes et les Iraniens qui vont obtenir le contrôle sur cette partie de la ville. Hakan Bilgin, je vous voyais réagir, c'est effectivement avant tout l'objectif, c'est de tuer aussi le maximum de civils. Écoutez, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est malheureusement, c'est des femmes, des enfants qui sont dans des situations terrifiantes. On reçoit tous les jours des informations qui nous viennent de nos partenaires qui sont présents, ou à travers, en tout cas, leurs familles. On ne peut pas considérer aujourd'hui, on ne peut pas parler de 250 000 terroristes. Il y a la majorité des 250 000, c'est la population estimée à Alep. C'est la population estimée à Alep-Est. À Alep-Est. Nous aimerions bien avoir accès à ces gens. Les corridors qui
qui doivent être... On doit mettre en place des corridors qui doivent permettre à ces gens de pouvoir sortir dignement. La route de Castello était censée être sécurisée au moment de ces fameuses trêves au début du mois, fin du mois dernier, au début du mois. Ça n'a pas été le cas. Mais écoutez, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'il y a des nettoyages et des règlements de compte qui sont faits parce qu'il n'y a aucune sécurité pour ces gens pour pouvoir traverser. Il n'y a pas d'assistance médicale, il n'y a pas de nourriture, aucun de leurs besoins n'est couvert. Et nous n'avons pas cet accès pour l'instant. Dominique Trinquant, il y a dans la stratégie, la manière de faire des Russes qu'on avait pu observer en Tchétchénie, on est dans un cas comparable. Est-ce qu'il y a une volonté délibérée de réduire à néant une ville et la population civile qui s'y trouve? Alors, réduire la population civile, ça serait aller trop loin. Je crois qu'il faut placer le contexte d'abord. Alep, 2/3 d'Alep est sous le contrôle gouvernemental depuis le début. Il y a 1/3 qui comprend une opposition. Cette opposition s'est radicalisée au fur et à mesure. Aujourd'hui, les 4000 combattants, 5000 combattants qui restent là-bas sont pratiquement tous sous la coupe des djihadistes de Shatar al-Islam. Non, là, je crois que c'est un peu forcé. On parle de 800 je termine, vraiment si vous permettez. L'ancien front Al-Nosra, pour ceux qui voilà, connaissent. C'est-à-dire l'ancienne branche syrienne Alors, quand on va me dire que Al-Qaïda. Al-Nosra n'est pas vraiment djihadiste, je demande à voir quand même les effets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les fameux couloirs, effectivement, qui permettent d'évacuer la population et d'amener de la nourriture à l'intérieur, n'ont jamais fonctionné. Ils n'ont jamais fonctionné en particulier parce que l'opposition syrienne n'y tenait pas. La population sortant de la zone est d'Alep était une catastrophe pour l'opposition. Parce qu'à ce moment-là, ils savaient très bien que l'attaque serait brutale, rapide, et qu'il n'y aurait pas de population pour les protéger. Donc il y a eu des hésitations pendant un moment et ça ne s'est jamais fait. Et c'est un malheur parce que... Mais la guerre est un malheur. Je veux dire, la guerre, il faut éviter de la faire ou quand on la fait, on la gagne vite. Et là, aujourd'hui, et il se trouve que les djihadistes totalement entourés ne peuvent plus résister. La population, évidemment, au fur et à mesure de l'avancée de toutes les milices, effectivement, et de l'armée syrienne, mais c'est essentiellement les milices qui progressent, appuyées par l'aviation russe, progressent, et au fur et à mesure, on voit les images que vous voyez, qui sont malheureuses d'une population qui est prise en otage, d'un côté comme de l'autre. Prise en otage parce que les djihadistes s'en servent, parce qu'ils veulent qu'ils restent là. Et puis, deuxième point, par, bien sûr, ceux qui attaquent, parce que quand vous attaquez dans une ville, eh bien, il y a la population dans la ville. On va faire réagir dans un instant Agnès Levallois, mais d'abord, Amar Abdrabbo, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut préciser, d'abord pour ceux qui nous regardent, Alep, c'est la deuxième ville de Syrie, et c'est un symbole très important pour la rébellion. Bien sûr, c'est un symbole... C'est une ville qui s'est soulevée en 2012, donc quasiment un an après le début de la révolution ailleurs dans la Syrie. Et c'est un symbole très important et pour le gouvernement qui tient absolument à la reprendre à tout prix, même s'il reprend un champ de ruines. On l'a vu ailleurs, c'est ce qu'il a fait à Homs, c'est ce qu'il a fait à Daraya, c'est une banlieue de Damas, qu'il fait un peu partout. Moi, je suis très surpris ce soir d'entendre encore une fois sur votre plateau. J'ai envie presque de reprendre le mot d'un ancien président de la République qui dit que c'est indigne sur le service public, d'entendre comme ça une rhétorique cynique, la rhétorique du régime de Bachar el-Assad, l'un des régimes les plus durs de l'histoire contemporaine, qu'elle soit reprise comme ça en disant que c'est plein de terroristes qui sont des preneurs d'otages, etc. Je ne sais pas si le général Trinquant a été récemment à Alep ou s'il connaît un petit peu la ville, ou s'il est tranquillement dans un studio à Issy-les-Moulineaux. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Je peux vous dire qu'il y a un enthousiasme de la population. Oui. Il y a un espoir. Pas depuis 2014. Est-ce qu'il y a pu y avoir une radicalisation justement de ces mouvements rebelles depuis 2014, comme le disent d'ailleurs sur le terrain certains observateurs? Écoutez, les gens les plus sérieux parlent de 900 djihadistes. Je veux dire, il n'y a pas Daesh à Alep. Alep a expulsé Daesh il y a plus de 2 ans. Donc on parle de 900 djihadistes sur 250 000 personnes. Est-ce que ça mérite ce déluge de feu et ce déluge d'inhumanité? Ça, c'est moi, je fais vraiment partie des gens qui sont scandalisés par cette espèce de cynisme ambiant, par cette espèce de laisser faire, de laisser aller, en disant bah, on n'y peut rien, c'est comme ça et tout. Vous avez parlé de Grozny, des gens parlent de Srebrenica ou de Guernica.
Aujourd'hui, on a les moyens. Je veux dire, c'est un massacre qui est en direct. On a les moyens de savoir. On ne peut pas dire, on n'est pas au courant. On ne peut pas se voiler la face en disant ce sont que des djihadistes, ils méritent ce qu'ils ont semé, ou ils récoltent ce qu'ils ont semé. Il y a un compte à régler personnel de Bachar el-Assad avec cette ville d'Alep. Il y a une histoire particulière à l'égard de la famille Assad. La famille Assad, j'en sais rien, mais pour le régime, oui, c'est quand même c'est une plateforme économique très importante. C'est là où il y a le cœur, le poumon, on va dire, économique de la Syrie. Beaucoup d'usines, beaucoup d'industries textiles notamment. Donc voir partir cette grande ville, qui était aussi une ville de coexistence entre plein de communautés, donc voir partir cette ville comme ça à l'opposition, et la voir finalement fonctionner, parce que c'est ça qui gênait beaucoup le régime, c'est de savoir que ce n'était pas un chaos total, ça fonctionnait. Il y avait des quartiers où les poubelles étaient ramassées, où on tentait d'avoir de l'eau et d'électricité malgré tout. Les comités locaux s'étaient organisés pour offrir une alternative. Et ça, pour le régime qui, partout dans le monde, dit « c'est moi ou le chaos islamiste », ça n'est pas acceptable. Il fallait absolument montrer que ça ne pouvait pas fonctionner. Nous, ça fait 3 ou 4 ans maintenant qu'on demande même pas d'intervention militaire. On dit, essayons d'imposer une zone d'exclusion aérienne. Essayons de protéger les civils. Les civils, ce sont ceux qui prennent le maximum par l'aviation. S'il n'y avait pas de problème avec les bombardements aériens, sur le sol, ça serait très compliqué pour les milices qui protègent le régime Assad d'entrer dans Alep. On demande ça, et ça fait 3 ou 4 ans que personne n'arrive à imposer une zone d'exclusion aérienne à ce régime. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on ne peut pas lui dire « stop, ça suffit ». Donc on fait plein de discours, on se gargarise, on dit « c'est une descente aux enfers », on dit « mon Dieu, quelle horreur », on dit « c'est abominable, c'est horrible et tout ». Mais dans les faits, on ne fait rien. À aucun moment on dit « stop, ça suffit », à aucun moment on le tape sur la table. Et bon, on va assister à ce massacre programmé en toute tranquillité. Dominique Trinquant, sur la question de la zone d'exclusion aérienne. On parle de zone d'exclusion militaire en disant je ne demande pas une intervention militaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'une zone d'interdiction aérienne si ce n'est une intervention militaire? Je ne dis pas que je suis contre, hein. Je dis simplement que si on demande une zone d'exclusion aérienne, on rentre dans une opération militaire. Ça veut dire quoi? C'est un conflit armé avec les Russes? Bien sûr, c'est un conflit avec tous les avions qui volent. Et apparemment, ça n'est pas une solution. Maintenant, je répète, et je suis navré que monsieur... Il y a 3 ans, les Russes n'étaient pas là. Hein. Oui, mais enfin là, aujourd'hui... D'accord, mais il n'y avait pas besoin de zone d'exclusion aérienne à l'époque, parce que je rappelle que l'opposition n'a jamais eu d'avion. Oui. Donc mais la Turquie, la force de la Syrie et des Russes, c'est d'avoir de l'aviation par rapport aux rebelles qui n'en ont pas. La Turquie réclamait déjà une zone d'exclusion aérienne. Bien sûr, mais on est d'accord. Agnès Levalois. Il est très important de rappeler sur cette ville d'Alep, et c'est ce que vient de dire Ammar, et ça je crois que c'est vraiment un point essentiel, c'est qu'il y avait une expérience de prise en main par l'opposition de la gestion de la ville d'Alep. Alors même que la ville était morcelée. Absolument. Ouais. Et donc dans la partie contrôlée par les rebelles, il y avait une vraie prise en charge de l'administration civile par cette opposition qui avait mis en place tout un tas de structures jusqu'à des tribunaux qui permettaient de gérer les affaires de l'État. Et ça, cette expérience de cette partie de la ville d'Alep contrôlée par l'opposition était une expérience extrêmement importante parce que ça démontrait que cette ville ou cette partie contrôlée par les rebelles avait une capacité à la gérer. Et en allant plus loin, quand l'organisation État islamique a essayé de rentrer dans la partie contrôlée par les rebelles d'Alep, elle a été repoussée par cette opposition. Donc quand on dit aujourd'hui que ce sont que des islamistes radicaux à Alep-Est, c'est une erreur, puisque ce sont eux qui ont pris les armes pour faire partir l'organisation État islamique. Et si la logique aujourd'hui des Russes et de ce gouvernement de Bachar el-Assad, c'est de faire partir Daesh, l'opposition a fait le job, si je puis dire. Elle a fait sa part de travail. Que aujourd'hui, parmi les rebelles, il y ait une partie qui appartienne à des brigades radicales, oui, bien sûr, mais ils ne sont pas majoritaires, loin de là. Vous nous dites le Front al-Nosra, ou ce qu'il en reste aujourd'hui, rebaptisé sous un autre nom, n'est pas majoritaire au sein de ces mouvements rebelles aujourd'hui à Alep. Aujourd'hui, dans la ville contrôlée par les rebelles à Alep. Et quand on parlait tout à l'heure, le général parlait de la prise en otage par l'opposition, mais également par les forces du régime, de la population civile. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement de Bachar el-Assad, ce qu'il veut absolument, c'est savoir qui va sortir de la zone contrôlée par les rebelles. Et les hommes en particulier ne veulent pas sortir parce qu'ils ont très peur de ce qu'ils vont devenir. Oui. Il ne faut pas minimiser la capacité de ce régime à utiliser la force et des menaces et à utiliser la torture pour régler ses comptes à ceux qui seront restés dans la ville. Et donc, c'est aussi ça qui aujourd'hui est un énorme problème. Et s'il n'y a pas une vraie garantie
garantie internationale de protection de la population, la population ne peut pas sortir. Hakan Bilgin, je vais vous faire réagir dans un instant, mais je vais vous proposer d'écouter ce que disait au micro de France 24 aujourd'hui Britta Agui-Hassan. C'est la personne qui est de passage aujourd'hui à Paris. Il est le président du conseil local des quartiers d'Alep-Est et il a rencontré Jean-Marc Ayrault. Écoutez ce qu'il disait au micro de France 24 sur ce qu'il advient justement de ces civils qui fuient actuellement les combats. Dans les quartiers repris récemment par le régime, il restait des civils qui ne se sont pas enfuis vers l'ouest. Ils ont tous été arrêtés et certains d'entre eux ont été exécutés. Parmi eux, il y a des jeunes et des enfants. Il y a des règlements de compte. Les civils à Alep sont pour la plupart du côté des rebelles. S'ils vont dans les quartiers du régime, ils vont être tués. Hakan Bilgin, il y a un risque aujourd'hui que ces civils, malgré les garanties verbales de Damas depuis des mois qu'il ne leur sera rien fait, risquent aujourd'hui leur vie s'ils fuient Alep-Est. Mais de quelle garantie parlons-nous aujourd'hui? Lorsqu'on parle de la Syrie, c'est vraiment un peuple abandonné aujourd'hui. Il faut qu'on l'accepte. On parle de 250 000 civils, on parle de femmes, d'enfants, de vieux. Enfin, il faut un peu arrêter. Je pense, moi, ça me fait penser, vous étiez en train de parler des Balkans, etc. J'étais en Somalie et ça me fait un peu penser à la Somalie où on rentre dans des analyses politiques qui n'en finissent plus par rapport à quels sont les combattants, quelles sont les interactions entre les différents groupes de combattants et qui est plus extrémiste l'un que l'autre. Mais c'est pas ça le problème aujourd'hui. On se fait bombarder les hôpitaux. On ne peut pas envoyer de médicaments, on ne peut pas envoyer de nourriture, on ne peut pas faire sortir les gens. Nous avons des confrères qui sont à l'intérieur qui nous demandent aujourd'hui, ils n'en peuvent plus, ils veulent sortir, c'est la première fois que ça arrive. Donc ça montre quand même qu'il y a un peuple qui est en désespoir, abandonné, et nous faisons des analyses politiques alors que nous devrions nous mettre à la tâche et de dire ça suffit, il faut arrêter et il faut ouvrir ces corridors, il faut trouver une solution pour qu'on puisse avoir accès à ces gens et de venir à leur aide. Il faut arrêter avec toute cette analyse politique qui souvent ne mène à rien. Des volontaires de votre organisation Médecins du Monde qui veulent fuir la zone de combat, effectivement, ça en dit long sur le degré atteint effectivement par cette violence. On va en reparler tout de suite dans un instant. Je vous propose de rester avec nous. On se retrouve juste après une courte pause.